Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, partie 4 de notre projet de data science, qui est donc un projet de data science qui est un problème généralement rencontré par les banques. Les banques ont souvent besoin de savoir s'ils vont accorder un crédit à un client ou pas, et de savoir si ce client à qui on accorde le crédit, s'il pourra donc rembourser ce crédit ou pas. Donc, c'est donc un problème généralement rencontré par les banques. Vous et moi, on a donc décidé de réaliser un modèle de machine learning qui va nous permettre donc de répondre à cette question. On s'est donc servi des données historiques d'une banque. Il faut dire que mes données, je les ai donc prises sur la plateforme Kaggle. Alors, si tu n'as donc pas suivi la vidéo partie 1, vidéo partie 2, vidéo partie 3, je te conseille vivement d'aller suivre ces 3 vidéos-là avant de venir suivre celle-ci parce que ici, on va continuer directement la vidéo. Alors, la prochaine étape, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au niveau des pourcentages pour voir ceux qui sont donc des sexes, pour voir le pourcentage de ceux qu'on a accordé le crédit et de ceux qu'on n'a pas accordé le crédit en fonction de notre variable target. Parce qu'il faut dire que notre variable target, la variable long statut, qui dit oui si le crédit a été accordé et non si le crédit n'a pas donc été accordé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc essayer donc de continuer cela, de voir maintenant cela de façon graphique. Il faut dire que les librairies qui vont nous permettre de faire notre analyse de façon graphique ici, je les ai déjà importées. C'est la librairie Matplotlib et la librairie Seaborn qui vont nous permettre de ressortir les différents graphiques. Quand je vais ici, import matplotlib, pplot aspect lt ici, que d'appeler matplotlib.pplot à chaque fois, j'ai préféré renommer cela en plt. Donc, je vais simplement utiliser la librairie. Je vais simplement utiliser la variable plt pour pouvoir faire appel à la librairie matplotlib. Donc, aujourd'hui, on va donc faire ce qu'on appelle l'analyse univariée parce qu'il faut dire que lorsque tu réalises un projet de data science, il y a ce qu'on appelle dans l'analyse variée et l'analyse univariée et l'analyse bivariée. L'analyse univariée revient à faire l'analyse d'une seule variable. Comme par exemple, ici chez nous, nous avons plusieurs variables. Je vous conseille vraiment d'aller suivre la vidéo précédente pour être à la même fréquence donc que moi. Donc, voici nos différentes variables ici. On a la variable gender, la variable market, la variable dependent, la variable education. Donc, toutes ces colonnes-ci représentent donc nos variables. Alors, ici, on va donc analyser ici variable par variable. On va analyser la variable market, la variable dependent, la variable education, la variable emploi. C'est ça qu'on appelle l'analyse univariée. Donc, faisons directement pour que vous compreniez de quoi je suis donc en train de parler. Alors, pour le faire, je vais donc venir là. Je vais donc créer ici une nouvelle cellule. Pour créer donc une nouvelle cellule, vous allez donc vous placer là. Vous vous placez donc là sur la cellule précédente. Vous faites donc ceci. OK. Nous, on va donc créer une nouvelle cellule ici pour pouvoir déjà faire une analyse univariée de savoir de la variable long statut pour savoir si le crédit a donc été accordé ou pas. Je vais donc récupérer mon data frame que voici. Je récupère mon data frame. Je fais donc ici un long statut puisque je charge la colonne long. Alors, pour ne pas m'égarer, je vais donc récupérer ceci. Je colle donc ici simplement. Je fais donc ici un. Je vais fermer là. Et fais donc point values. Value count. Comme ceci. Je vais mettre ici un normalize qui est égal à true. Je ferme. Je fais donc ici un point plot. Point. Pour ressortir dans mon graphique, je mets donc ici un title qui est égal à crédit accordé ou pas. Simplement. Et je ferme. Ok, je vais donc exécuter ça. Ok, ici il y a un problème de syntaxe. On a chargé notre donnée, notre data frame, on charge notre colonne long statut. Ici, on utilise un value count, bien sûr. Point value count. Ici, on utilise un normalize est égal à true. Point plot, point bar. Ok, crédit accordé ou pas. Ok, voyons donc pourquoi il dit ici qu'il y a un problème au niveau de la syntaxe. Essayons de voir rapidement pourquoi il dit qu'il y a un problème. Ici, je récupère mon data frame. Oui. Je charge la colonne long statut. J'utilise un values count. Oui. J'utilise une variable normalize est égal à true. OK. Le problème, c'est à ce niveau-ci. OK. On va exécuter. Très bien. Ici, on a donc notre graphique qui est sorti. Ici, vous voyez donc, on a plus de gens qui ont un crédit accordé dans la variable est à yes et ceux qui ont un crédit non accordé à no. Donc, vous voyez que le graphique de ceux qui ont un crédit accordé est plus grand que ceux qui ont un crédit non accordé. Donc, c'est ça qu'on appelle en fait l'analyse univariée. Alors, je vais le faire également pour les autres variables.
OK. Donc, c'est ça dans l'analyse univariée. On va également faire l'analyse univariée pour le sexe. Je vous conseille de le faire pour chacune des variables. Mais avant, je vais également voir le nombre de personnes qui sont donc mariées ou pas. Donc, je vais donc venir là. Je vais donc charger quelle colonne maintenant. Je vais peut-être, disons que je vais charger la colonne. Donc, je vous ai demandé d'aller suivre les anciennes vidéos. Je vais charger la colonne, par exemple, Marette, pour voir s'ils sont donc mariés ou pas. Et charge cette colonne pour voir le nombre de personnes mariées, le nombre de personnes qui ne sont pas mariées. Point ValueCount égale à cela. OK. Qu'est-ce que vous constatez ici? Donc là, c'est en train de faire sa compilation. Marette, il dit qu'il y a un problème. Dataframe ready.count. Marette. Je vais effacer le vide ici. Je vais réexécuter. OK. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit donc qu'on a 398 personnes qui sont donc mariées et 213 personnes qui ne sont pas mariées. On peut également voir cela sous forme de pourcentage. Vous allez simplement venir ici, vous allez ajouter, ou bien je vais reprendre ceci pour voir cela en pourcentage. Je vais donc venir là, je colle là et je charge plutôt la colonne Marette pour voir cela en pourcentage. Donc, vous exécutez. Vous allez voir ici que vous avez 65 personnes, 65,13 personnes, 65,13% des personnes mariées et 34,86 personnes, pourcentage de ceux qui ne sont pas mariés. OK? Maintenant, on peut ressortir cela sous forme de graphique pour pouvoir avoir une analyse plus rapide et plus simple de notre analyse. En fait, c'est ce qu'on appelle l'analyse univariée de la variable Marette. Donc, ici, je charge plutôt la variable Marette. Je charge cette variable-là ici et je dis ici marié ou pas. Marié ou pas. Très bien. Je vais donc exécuter cette celui-ci. OK? Très bien. On voit donc ici que on a plus de personnes mariées comparé à ceux qui ne sont pas mariés. Pourquoi? Parce que ici, au niveau de mariés, c'est à yes et non mariés, c'est à no. Donc, ici, vous voyez donc qu'on est en train de faire l'analyse univariée de chacune de nos variables. Donc, je vous conseille vivement de faire la suite. Donc, vous pouvez faire une analyse univariée de chacune de ces variables. Si ça vous permet déjà d'avoir une analyse d'étudier déjà vos variables que vous avez donc importées. Donc, ça vous permet déjà, donc vous allez donc faire une analyse univariée de chacune de ces variables. Si vous allez donc faire pour le DC Dependent Education Self-Employed Applicant Account, donc vous allez faire pour chacune d'elles. Donc moi, je vais donc m'arrêter là, à ce niveau, pour cette analyse univariée. Vous connaissez déjà ce que on entend par analyse univariée, c'est l'analyse d'une seule variable. Donc ici, on peut avoir qu'on a plus dans les données que nous avons donc plus de gens qui sont mariés comparé à ceux qui ne sont donc pas mariés. Donc, je vous conseille de le faire. On peut également le faire pour le sexe, pour voir si le crédit, pour voir en fait les clients de la banque, s'ils sont donc plus de sexe masculin ou féminin. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donc venir là. Je vais directement ressortir le graphique. Donc, je prends ceci, comme ceci. Je vais donc coller ici. Je vais donc charger la colonne sexe. Donc, je vais remonter là. Je remonte simplement là. Je cherche donc la colonne sexe, c'est gender. Voilà. Je prends cette colonne-là. Je redescends donc là. Je charge ça ici. OK, je vais donc dire ici masculin ou bien sexe. Donc là, ça me fait l'analyse univariée selon le sexe. OK, qu'est-ce qu'on constate ici? On voit donc qu'on a donc plus de personnes masculines que de personnes féminines au niveau comme client de notre entreprise. Donc, c'est ça en fait qu'on appelle dans l'analyse univariée. Vous pouvez également le faire pour la variable dependent, ça dépend de vous. Vous pouvez également le faire pour le nombre d'enfants et tout ça, ça dépend donc de vous. OK. Ceci étant donc fait, j'espère que jusqu'ici, vous comprenez donc ce que je suis donc en train de faire jusqu'ici. Nous avons donc fait ce qu'on appelle donc l'analyse univariée. On peut donc maintenant essayer de faire donc un diagramme à moustache. On va donc essayer de faire donc un diagramme à moustache. Pour cela, on va donc venir ici. Qu'est-ce que je vais donc faire ici de nos différentes variables? Je peux donc venir ici. On va le faire pour le cours applicant item. Donc, je vais donc venir ici. Je vais sortir ici un PLT point figure. Je vais ressortir sous forme de plusieurs figures. Figure 1. Je vais donc venir ici. Je vais dire ici PLT point SOP
plot. Je vais mettre ici 1, 2, 1. Je vais venir ici. Je vais donc faire un Seaborn. Point. Je vais donc faire ici un displot de ma data frame qui est donc data ready. Je vais donc importer et je copie le nom ici. Je colle donc ici. Je copie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Je prendrai donc le temps de mieux vous répondre. Donc là, je vais donc venir ici. Je vais donc mettre applicant à applicant income. Donc, je préfère prendre la variable directement pour que on ne s'embrouille pas au niveau de l'orthographe. C'est ça ici. On va ressortir notre diagramme en moustache. Donc, je vais donc scroller vers le bas. Je vais coller cela ici, comme ceci. Je ferme dans mon tableau et je ferme ma parenthèse. OK. Je vais donc lui dire quoi ici maintenant? Ça, c'est la première sous-figure. Donc, je vais vous expliquer. Donc, ici, on aura donc, qu'est-ce que je suis en train de faire avant qu'on ne continue pour que vous ne vous égarez pas. Ici, je suis donc en train de vouloir visualiser déjà mes données sous forme de diagramme à moustache. On aura donc une figure qu'on va donc diviser en deux sous-figures subplot. Donc, j'ai donc une grande figure que je vais donc diviser en deux sous-figures ici en utilisant le subplot. On va donc dessiner la première sous-figure dans la position. Je vais donc dessiner la première sous-figure dans la position 1, 2, 1. Et on va dessiner la deuxième sous-figure dans la position 1, 2, 2. Donc, dans la figure, on mettra donc la distribution et dans la seconde, on mettra donc le box plot. Donc, dans la première figure, je mettrai donc la distribution et dans la deuxième figure, je mettrai donc le box plot. On aura donc une deuxième sous-figure où on assignera donc un diagramme à moustache. C'est donc ce que je suis en train de faire ici pour que vous ne vous égarez donc pas. Si vous n'avez donc pas suivi les vidéos précédentes et les vidéos sur l'utilisation de Matplotlib de Seaborn, vous pourriez donc aller suivre mes vidéos là-dessus. Donc, je vais donc créer également une deuxième sous-figure ici, plt.subplot. Donc, je peux copier ça simplement ici. Je copie ça. Je mets donc ici. Je vais donc appeler ça à la position 1, 2, 2. Je vais donc venir là. Je vais dire ici. Je copie ça. Comme ceci. Je vais donc coller ça ici. Donc, là, on aura donc un. Là, maintenant, j'aurai donc un SNS.display de charge ma colonne. OK. Qu'est-ce qu'on aura donc ici? Là, c'était pour la première figure. Pour la deuxième figure, nous, on veut plutôt charger un subplot. Ce n'est plus un displot. Donc, je vais mettre ici un SNS.subplot. Je vais utiliser un subplot. OK. De mon data frame qui est donc ici. Je peux donc effacer ça. Ça, c'est pour la deuxième figure. J'utilise donc un subplot. Je peux lui dire ici data frame. Je vais prendre donc mon data frame ici, que voici. Je vais donc le mettre ici. Je vais donc charger ma colonne applicant icône. Charge donc cette colonne-ci, ici. Je vais donc faire ici un point plot, point box. Je vais donc ici lui dire de me faire un fic size qui est égal, vous allez voir, ici je peux passer 16,5 comme ceci. OK. Je lui dis ici, je n'aurai donc pas besoin d'un tir plt.sub title ici. Je ferme. Et je lui dis ici de m'afficher cela en utilisant un show. Un show simplement. OK. On va donc exécuter cela et puis je vais encore vous expliquer. Donc, j'exécute cette cellule-ci. OK, très bien. On a donc nos différentes distributions. Pourquoi le premier diagramme ne s'affiche pas? On a un souci là. Comme je vous ai dit, on a donc deux diagrammes. C'est ça que vous voyez donc là. On a donc deux diagrammes. Pourquoi le premier ne s'affiche pas normalement? On devrait avoir une distribution là.
OK. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ici? Ici, moi j'ai donc deux sous-figures. J'ai donc créé. Ici, qu'est-ce que je fais donc? Ici, on va donc faire deux diagrammes. Voici notre diagramme à moustache ici. On a donc divisé cela en deux sous-figures. On aura donc une première figure qu'on a donc fait ici, qui va donc s'afficher sous forme de displot, et la deuxième figure qui va donc s'afficher sous forme de subplot. Donc, ici, voici donc la première figure ici, 1, 2, 2. C'est à quel niveau? Je vais vous montrer rapidement. Ici, vous pouvez déjà faire une analyse ici de votre diagramme. Ici, vous voyez qu'on a une distribution qui essaie donc de s'égarer autour de la moyenne. Donc, vous n'avez même pas besoin de retenir ces lignes de code que je viens d'écrire là. Donc, comme je vais faire, désolé. OK. Donc, ici, je vais vous expliquer rapidement les graphiques. Ici, vous voyez donc que au niveau du diagramme à moustache que voici, on a donc ici beaucoup de valeurs aberrantes, comme vous pouvez le voir au niveau de cette distribution. Vous voyez que ça s'écarte en fait. Donc, là, c'est ce qu'on appelle donc les valeurs aberrantes, les ronds que vous voyez ici. Et ici, vous constatez donc que le salaire va tourner autour de combien? De 30 000 dollars, si c'est que le currency, c'est le dollar. Vous voyez donc on a donc cela qui tourne donc autour de 3 000 dollars, donc ce qui représente donc encore la médiane ici. Ça, c'est en ce qui concerne donc le applicant icon. Vous pouvez également le faire pour l'autre variable, pour le co-applicant income. Comme j'ai dit, le co-applicant income, c'est le salaire de celui qui demande le crédit, et le applicant income, c'est le salaire de celui qui demande le crédit, et le co-applicant item, c'est le salaire du conjoint ou bien du conjoint de celui qui demande le crédit. On va également essayer de faire donc une visualisation pour la variable co-applicant income. Donc, je vais donc copier cette variable ici, que je vais donc scroller vers le bas. Je vais donc remplacer cela ici. Je ressors. Vous voyez donc, on essaie donc d'analyser. Ici, qu'est-ce que vous voyez donc ici? Vous voyez donc ici là qu'on a beaucoup de valeurs aberrantes au niveau du co-applicant icon, qui sont donc des variables qu'il faut donc automatiquement traiter. Il faut traiter ces variables manquantes là, ces valeurs aberrantes là. Donc, et on voit donc que le salaire médian, c'est autour de 30 000 dollars également. Donc, ça va dépendre de la valeur actuelle du currency. Donc, voilà donc en fait ce qu'on appelle donc l'analyse bivariée. Ça revient à utiliser l'analyse variable par variable. On a donc vu comment ressortir le diagramme à moustache, ressortir le diagramme à bande, si vous voulez. Donc, maintenant, nous allons donc passer à ce qu'on appelle donc l'analyse bivariée, ou bien, oui, l'analyse bivariée. Donc, vous pouvez également le faire, l'analyse univariée pour les variables numériques et les variables catégorielles. Donc, je vous ai montré dans la méthode. Donc, maintenant, nous allons donc passer au niveau de l'analyse bivariée. Pour l'analyse bivariée, je vais donc essayer de faire donc deux figures. Vous verrez donc qu'on a 8 variables catégorielles. Je vais le faire pour les variables catégorielles. Nous avons 8 variables catégorielles. Pour voir le nombre de variables catégorielles, vous pouvez donc rentrer sur la vidéo précédente où je vous ai donc montré les variables catégorielles sont donc les variables qui sont dans les types objects. On peut compter une, je vous ai dit qu'on ne compte pas on ne prend pas l'ID, le loan ID. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on va donc venir là rapidement. On va donc venir ici. On va donc essayer de ressortir donc un graphique pour notre variable, pour nos variables catégorielles, pour l'analyse bivariée. On va donc créer ici une variable. On va dire ici un fixe access qui est égal donc à un plt.subplot. Ici, je vais les mettre 4, 2. Je vais utiliser ici un fixe size qui est égal ici. Je vais mettre ici 12, 15. OK. OK, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais parcourir cela. J'utilise un for. Je crée une instance. Je crée également dans mes variables catégorie colonne. Donc, je crée également deux instances 4 color dans mon, puisque je vais parcourir cela dans mes variables catégories. N'oubliez pas qu'on avait créé un tableau où on a divisé cela en deux. On avait les variables catégorielles d'un côté et les variables numériques de l'autre côté.
on avait les variables catégories. Je vais prendre ça rapidement. C'est à quel niveau? On avait eu à séparer nos variables en deux. D'un côté, on avait les variables catégorielles et de l'autre côté, nous avons les variables numériques. Donc, je vais remonter là. C'est à quel niveau? On avait eu à séparer notre base de données en deux sous-bases de données. Une qui comportait dans les variables catégorielles. Ok, c'est ça ici. Oh putain, c'est pas grave. Ok, donc je vais copier ça. Je vais donc scroller là vers le bas. Je vais donc mettre ça ici. Je parcours ça. Je ferme ici. Je dis 2 points. Donc je vais lui dire quoi ici? Je vais mettre un row. Je vais mettre ici une colle qui est égale ici. Si je prends ma variable index, je vais donc diviser. Je fais donc le modulo. Divise par 2. Je vais donc ici diviser par 2. Je vais récupérer quoi ici? Je vais donc lui dire ici qui me prend donc ça là. Il me calcule donc le modulo. Donc, je vais dire ici, je vais utiliser un clavier visuel pour avoir rapidement le pourcentage là. Modulo 2. Voilà, vous n'avez pas besoin de comprendre ce code ici. Je vais vous mettre ça en description de la vidéo. Je vais lui dire ici donc un cns.count plot. Je vais créer ici une variable x qui est égale donc ici à 4 all. Je lui crée ici donc une variable data qui est égale à data frame qui est donc à data frame ready. Je vais donc, pour prendre le nom là rapidement, je prends donc ça. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de retenir le code qui est sur en train d'écrire. Je vais vous pousser ça sur GitHub. Je mets ça ici. Je lui dis ici là, il va m'afficher sur un U qui est égal ici à partir de la variable lon statut. Je fais donc ici une variable AX qui est égale à la variable ici, voilà, cette variable ici, c'est elle que je porte. Je mets ici et je charge à l'intérieur, je charge le maxi, je charge également le maxi. Simplement, et je ferme mon tableau. Je peux donc lui dire quoi ici? Je peux donc lui demander de m'afficher cela avec un plt point pour matplotlib sop plot. Je fais ici un ajuste. Je mets ici un hspace qui est égal à 1. Simplement. On va exécuter ça. On va donc voir ce qui nous renvoie rapidement. OK, il dit qu'il y a une erreur de syntaxe. À quel niveau? Donc, ici, j'ai déclaré, je déclare mes variables. Je vais les mettre en 4 colonnes et 2 lignes. Je vais mieux vous expliquer ça. Et pour faire qu'on fasse ça marche et puis vous voyez le résultat directement, j'utilise une boucle for. For 8, je crée deux instances ici. Je parcours avec les numériques. Dans les numériques de mes variables catégorielles. Je lui dis maintenant ici, il va me créer deux instances call et ça. Et il dit ici qu'il y a une erreur au niveau de on n'a pas fermé. Ça doit être ici. OK. J'exécute. Il y a une erreur. Name variable catégorielle. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois donc revenir là. Vous voyez déjà là que ça ressort déjà quelque chose. Ici, j'ai donc 2 colonnes. Si vous voulez, 2 lignes et 4 colonnes. Je vais vous expliquer. Donc, je vais revenir ici. Je vais recharger mon data frame à nouveau. Quand vous rencontrez ce genre de problème, ça veut dire que vous devez donc recharger votre data frame. Je vais donc venir là.
Oh, donc, là, parce que là, il me fait comprendre qu'il ne voit donc pas les variables catégorielles. Donc, je serai obligé donc de recharger cela. Donc, essayons donc de recharger les données. Les gars, désolé, si c'est que vous voyez à chaque fois j'arrête un peu, c'est parce que la machine a un petit souci. Donc, je recharge ma data frame. OK, une fois que ma data frame est chargée, je vais aller au niveau de là où j'ai séparé ma base de données en deux sous-bases de données. Je vais également recharger à ce niveau-là. Parce que vous voyez que l'erreur qu'il nous dit, c'est qu'il n'arrive pas à charger les variables catégorielles. Euh, il n'arrive pas à charger les variables catégorielles. Donc, quand vous rencontrez ce genre de souci, vous devez recharger vos données à nouveau. Donc, c'est aussi bien parce que ça vous montre déjà que lorsque vous avez un problème de ce genre, surtout avec Jupyter Notebook, vous devez donc essayer de recharger vos données à nouveau. Donc, je vais donc venir ici, je vais recharger ça. Je recharge. OK. Je recharge également là. Donc, je exécute mon code, quoi. Donc, et où on avait divisé les bases de données, je crois que cette fois-ci, ça va marcher parce que nous avons eu à recharger nos données. Donc, je viens donc là. J'essaie donc de recharger. On regarde ce qui s'est passé. OK. OK, super, ça marche. Ça marche à merveille. OK. Ici, on a donc, je vais vous expliquer. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé, j'ai représenté mes tableaux en 4 colonnes et en 2 lignes. C'est ça ici. J'ai donc, autant pour moi, en 2 colonnes. C'est ça ici, voici les colonnes, 2 colonnes et 4 lignes. C'est ça que j'ai donc mis ici, là. Donc, j'ai créé une variable ici, 4 et 2, c'est pour dire 4 colonnes et 2 lignes. Je crée donc ici des variables. Ici, je vais donc parcourir. Les rows, si c'est pour dire que je vais stocker les lignes à l'intérieur. Et ici, je vais donc stocker les colonnes. Je le fais à partir de la variable long_statut. Voici donc le rendu que vous avez donc ici. On voit donc quoi? Ceux qui sont donc de sexe ceux qui sont donc des sexes masculins, par rapport au long statut, ils sont donc plus grands que ceux à qui on accorde par le crédit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ici, le Y, quand vous voyez c'est coloré en vert, ça veut dire que le crédit a été accordé. Ici, en rose, le crédit n'a pas été accordé. Maintenant, parmi les gens qui sont dans des sexes masculins, on a plus de gens qui ont eu un crédit accordé par rapport à ceux qui n'ont pas eu un crédit accordé. Ici, au niveau des femmes, des gens qui sont dans des sexes féminins, on a plus de gens qui ont eu un crédit accordé par rapport à ceux qui n'ont pas eu un crédit accordé. Donc là, on est en train de faire une variable, une analyse bivariée par rapport à notre variable target qui est la variable long statut. Donc ici, je fais une analyse bivariée entre la variable gender et la variable long statut qui est ma variable target. Ici, ici également, au niveau de Maret, on a une analyse bivariée, c'est-à-dire on a l'analyse entre la variable Maret et la variable target qui est notre variable de sortie. Donc, ici, le crédit a été accordé en vert et le crédit n'a pas été accordé et en orange. Donc, ici, ceux qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas mariés, c'est en eau. Donc, ceux qui ne sont pas mariés ont eu plus de crédits accordés comparé à ceux qui ne sont pas mariés. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ici, c'est à nous, au niveau de Maret. Donc, déjà ici, ils ne sont pas mariés. Maintenant, on a plus de gens qui ont un crédit accordé par rapport à ceux qui ne sont pas mariés. Maintenant, ici, crédit accordé, marié et à yes ici. Donc, ici, on a plus de gens on a plus de personnes ici comparé à ici. Donc, voilà comment vous pouvez donc faire ce genre d'analyse pour chacune de ces variables. Donc, ça nous ressort une fois directement tout le graphique pour toutes nos différentes variables. Pourquoi? Parce que ici, on avait déjà 8 variables. Je vous montre rapidement. En fait, on a déjà vu au niveau des variables catégorielles. Je vous ai montré. Donc, voilà comment vous pouvez donc ressortir rapidement euh, ce type de diagramme-là pour pouvoir donc faire ce qu'on appelle donc l'analyse bivariée de vos différentes variables. Ce qu'on aura donc à faire maintenant, c'est qu'on va donc essayer d'étudier maintenant la relation entre chaque variable catégorielle et la variable long statut.
C'est ce qui a même déjà été fait ici. Donc, on étudiait ici une relation entre toutes nos variables catégorielles et la variable loan statut. OK? Donc là, on étudiait donc toutes les relations entre nos variables catégorielles et la variable loan statut. OK. Donc là, on va donc redescendre là, plus bas. Donc, ici, vous voyez donc qu'on a donc déjà ressorti toutes les variables, toutes les relations qui existent entre nos variables catégorielles et la variable long statut ici. Pourquoi? Parce que c'est la variable long statut qui est notre variable target, qui est encore la variable de sortie. On peut également faire pareil cette fois-ci pour les variables numériques, mais cette fois-ci, on va utiliser ce qu'on appelle les heatmaps pour sortir déjà le coefficient de corrélation en fait, pour voir la relation qui existe entre deux variables. Donc, pour le faire, donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que pour faire l'analyse bivariée entre les variables catégorielles, je vous conseille de prendre ce bout de code ici. Je vais pousser cela sur GitHub. Ça vous donne une relation qui existe donc entre votre variable catégorielle et votre variable target ou encore votre variable de sortie. Ici, maintenant, nous allons donc faire pareil pour les variables numériques. On va donc faire ici une matrice de corrélation, ce qu'on appelle encore la heatmap. La heatmap, c'est donc un moyen pour avoir un visuel sur les variables numériques. On va donc prendre les variables numériques et on va donc les dessiner dans une heatmap. Ce qu'on va donc faire ici est simple. Je vais donc créer ici une variable qui va appeler numérical, colonne, qui est égal, je récupère ma data frame ready. Je récupère donc ma data frame ready ici. Je récupère ma data frame ready. Je fais donc ici un point select de type. Je fais donc ici un include qui est égal ici. Je vais mettre ici un float et mets ici un int comme ceci. OK. Je vais donc faire quoi ici? Si je récupère les colonnes, je lui dis donc ici que data frame numérique, je crée une variable data frame numérique. Data frame numérique qui est égal donc à ma data frame. Je charge donc ce gars-ci ici à l'intérieur. Je vais lui dire quoi ensuite? Je vais donc créer une variable matrix qui est égale ici à quoi? À ma data frame numérique que voici pour créer ma matrice de corrélation. Je vais donc lui utiliser la fonction core pour créer ma matrice de corrélation. Je vais lui dire ici, je crée une variable ceci à x est égal ici à plt.sop.plot. Je passe donc ici un fixe pour avoir la taille, un fixe size ici qui sera égal à quoi? Je peux mettre ici qui est égal à 10, 12 comme ceci. Je vais donc ici, je vais l'afficher sous forme de heatmap. Heatmap. Je passe donc ici. Je passe le gars ici. Ici, je vais donc mettre ici une variable Vmax qui est égale ici à 0.8. 0.8. Je vais afficher ça comme ceci, égal à 3. Je mets ici un cmap qui est égal. Vous n'avez pas besoin de retenir ces lignes de code ci. Je vais vous laisser cela en commentaire. Okay. Mais ici, un autre qui est égal à 3. Et ici, je vais donc l'afficher. Je ne vais pas faire la parenthèse. Je vais donc l'afficher en utilisant plt.show. Simplement. OK, on exécute ça.
Il rencontre un souci. Lequel? Il dit qu'on n'a pas fermé une parenthèse quelque part. C'est à quel niveau où la parenthèse n'a pas été fermée? Hmm, ok. Si je fais ça, j'exécute. Ok, super. Il nous ressort donc ici notre matrice de corrélation. Donc, vous voyez donc quoi? Ici, essayez donc de bien visualiser ce graphique. On va donc essayer de faire une analyse ici ensemble. On a donc ici une matrice de corrélation entre nos différentes variables. Si, vous voyez donc que plus on se rapproche de zéro, plus le coefficient de corrélation est assez fort. Donc, ici, c'est une relation qui va donc exister entre notre variable, entre nos différentes variables numériques. Donc, ici, c'est la relation qui existe entre le applicon ICOM, c'est ça, c'est applicon ICOM. Et on a également le coefficient de corrélation entre le co-applicon ICOM, le coefficient de corrélation entre le lone amondon. C'est en fait ça qui va donc vous permettre d'avoir déjà un diagramme, comment on avait dit, c'est ça qui vous permet donc déjà d'avoir des diagrammes de corrélation, les différentes relations qui existent entre vos différentes variables. Donc ici, le coefficient de corrélation entre, disons par exemple, le coefficient de corrélation entre le crédit historique et le applicon ICOM, c'est moins 0,015. Le coefficient de corrélation entre le crédit historique et la variable ici, c'est ça. Donc là, je l'ai pris vers le bas. Le coefficient de corrélation entre le applicon ICOM et le applicons ICOM ici, c'est un donc il y a une relation très forte entre les deux ici. Le coefficient de corrélation entre le applicon ICOM et, le co-applicon ICOM, c'est moins 0,12, ce n'est pas assez fort. Donc, voilà donc comment vous pouvez donc ressortir déjà les diagrammes, les analyses bivariées entre vos différentes variables numériques. Donc, nous avons donc vu comment ressortir les diagrammes pour l'analyse bivariée entre vos variables catégorielles et vos variables numériques. On peut également venir là plus bas, on ressort donc ce qu'on appelle une matrice de corrélation entre les différentes variables numériques sans la heatmap, parce que la heatmap nous permet en fait d'afficher ce graphique-ci. On va sortir cela sans la heatmap. Je vais donc dire ici, je vais donc écrire simplement ici. Je vais donc prendre mon data frame ici. Je prends donc mon data frame ici. Je viens donc là. Je vais donc mettre ici. Et je fais donc ici, point. Non, je vais plutôt prendre au niveau des variables numériques. Je prends donc celui-ci. Voilà. Je vais l'afficher simplement sans la heatmap. Je vais donc l'afficher ici. Je fais simplement un point core. Simplement. OK. OK. J'exécute. Alors, voilà donc les différentes relations qui existent entre mes différentes variables. Donc, ici, vous avez donc le coefficient de corrélation entre le applicon ICOM et le applicon COM. Vous avez un coefficient de corrélation entre, par exemple, le loan amount term et le loan et, par exemple, le crédit historique. Donc, ici, ça ne concerne que les variables numériques uniquement. OK. Donc, on a donc ressorti dans nos différentes analyses bivariées. Maintenant, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va donc préparer notre base de données pour faire notre algorithme de machine learning, pour faire la prévision. Ce programme on va donc se concentrer sur le paquet Sage Kinlearn, qui est donc un paquet dédié aux algorithmes de machine learning. Parce qu'il faut dire qu'il y a les algorithmes de machine learning qu'on utilise, c'est le Sage Kinlearn, et pour le deep learning, c'est le TensorFlow. Donc ici, on va donc créer un modèle. Mais avant de le faire, on va donc préparer notre base de données. On va donc diviser notre base de données en deux bases de données. Une base de données catégorielle et une base de données valeur numérique pour pouvoir donc faire notre modèle de machine learning. Donc, dans une prochaine vidéo, on va donc voir comment diviser nos deux bases de données en deux bases de données. Une qui aura donc les variables catégorielles et l'autre qui aura donc les variables numériques. Ça sera donc la 5e vidéo de cette partie de formation. On se prend donc dans une prochaine vidéo. C'était donc David de Twinja pour le compte du Data Vision. Bye.